Ah, salut. Bienvenue à l'ENA. Ici, vous allez être formé pour être l'élite de la France. Ne faites pas cette tronche. Profitez-en pendant que cette école existe encore. Approchez-vous. Venez plutôt voir celle de ceux qui sont passés par là. Là, c'est la photo de classe de Jacques Chirac. Là, c'est la photo de classe de François Hollande. Là, c'est celle d'Emmanuel Macron. Et en faisant des fouilles archéologiques dans les grottes de Lascaux, on a retrouvé la photo de classe de Giscard d'Estaing. Pour commencer ce premier cours, vous allez déchirer la Constitution. Déchirer la Constitution. Prenez votre livre, c'est l'intro. Prenez les pages et une après l'autre, déchirez la Constitution. Allez-y, allez, déchirez-la. Au revoir Madame la Constitution. Allez, déchirez, déchirez, n'ayez pas peur. On va en écrire une autre. Allez-y, déchirez. Voilà, voilà, déchirez. Au revoir. Ouais. Ah, c'est bien ça. On va y arriver. Donc je suis un énarque, je suis un élu, je suis un haut fonctionnaire, je suis un être supérieur. Venez voir, venez ici, montez sur le bureau, venez avec moi pour voir. Vous allez voir comme le peuple est petit, insignifiant. Toutes les constitutions du monde, écrites toujours par des élus, prévoient que les acteurs politiques doivent être désignés par élection, doivent être élus. Élus parmi des candidats qu'on peut aider à gagner l'élection. Naturellement, ceux qui ont les moyens d'aider aident leurs candidats, qui leur doivent tout. Et c'est comme ça que les riches achètent le pouvoir politique et accèdent au pouvoir. C'est en aidant, plus que les autres, les candidats qu'ils veulent faire gagner, qui leur doivent tout, qui deviennent des débiteurs, donc des serviteurs, et qui permettent aux riches de faire écrire leurs lois. Ce qui compte, c'est pas qui vote les constitutions, ce qui compte, c'est qui les écrit. L'idée des ateliers constituants, c'est de rendre le peuple capable d'écrire lui-même la Constitution, de devenir constituant, de façon à ce qu'il puisse surveiller la Constitution, modifier la Constitution, non pas une seule fois pendant l'Assemblée constituante initiale, mais tout le temps. Dans un peuple constituant, il n'y a plus de place pour un tyran, parce que le peuple surveille. Par RIC, le peuple peut, sur les sujets qu'il considère importants, et sans filtre, sans autre limite que sa volonté, le peuple peut imposer une loi qu'il juge nécessaire à des représentants qui n'en veulent pas. Abroger une loi qu'il considère comme mauvaise ou un traité qu'il considère comme dangereux. Révoquer un acteur qu'il considère défaillant. Et par RIC, le peuple peut modifier lui-même la Constitution. Donc en fait, par RIC, le peuple est souverain. Ouais, on va y arriver. Je viens chercher mes affaires. Dois-je attendre la fin de la classe? Dépêchez-vous, monsieur Chouard. Bon, prenez votre constitution. On va lire l'article 49, alinéa 3. Monsieur Philippe, lisez-nous l'article. La page, elle a été arrachée. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'était pour la réécrire par le peuple. Comment voulez-vous qu'on réforme le pays si on écoute les 67 millions de cons qui le composent? La réforme des retraites, 49.3. Le code du travail, 49.3. La sécurité sociale, 49.3. 49.3. 49.3. Pour un référendum d'initiative citoyenne. Descendez de ce bureau. Sortez, monsieur Chouard. J'ai dit, sortez tout de suite. Descendez! Mais vous êtes sourds! Asseyez-vous! C'est un ordre! Je vous ordonne de descendre! Dernier avertissement! Pour un référendum d'initiative citoyenne. Mais vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi! Descendez! Mais vous allez vous asseoir! Vous entendez? Asseyez-vous! Descendez tous! Sortez, monsieur Chouard! Je vous ordonne de vous asseoir! Constitution de 1958 et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite.
Ça fait des années qu'on fait les choses dans notre dos, qu'on vote des lois la nuit et qu'on nous mette devant le fait accompli sur beaucoup de choses, alors qu'on aurait quand même notre mot à dire. On veut qu'on nous écoute. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière émission de l'année sur Sud Radio avant de se retrouver bien sûr en 2019 avec de nouveaux invités toujours plus incorrectibles ou politiquement incorrects. Alors pour clore en beauté cette année, nous vous devions un invité exceptionnel qu'on entend peu ailleurs et c'est peu dire. C'est d'autant plus surprenant qu'en cette riche actualité sociale, on en parle beaucoup de cette personnalité que je vais laisser parler surtout des revendications de ces manifestants. Vous savez, ces gens qui pour beaucoup réveilleront ce 31 décembre dans le froid sur des ronds-points un peu partout en France. Et parmi leurs demandes, il n'aura échappé à personne qu'il y en a une qui revient avec insistance et sur laquelle au moins tous les gilets jaunes s'accordent. C'est le fameux RIC, ce référendum d'initiative citoyenne. Et sur ce thème, je vous le disais, il y a une personnalité évidente qui se dégage. Alors pour l'interroger à mes côtés aujourd'hui, deux journalistes incorrectibles comme chaque semaine, Nicolas Vidal de Pouch et Gabriel Robin de l'Incorrect. Salut les amis, ravi de finir l'année avec vous. Salut. Ça va, oui, un peu de forme. Allez, c'est parti, bienvenue dans les incorrectibles. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Alors, notre invité ce dimanche est professeur de droit et d'économie dans un lycée de Marseille. Il est blogueur et militant politique. Il devient célèbre en 2005 en faisant campagne pour le non à l'occasion du référendum sur la Constitution européenne grâce à un texte publié sur son blog qui bénéficie d'une forte communication virale. Il se définit comme anarchiste et d'ultra-gauche. Il critique depuis le système en place et milite pour des institutions inspirées de la démocratie athénienne, en particulier la création, donc je le disais, de ce fameux référendum d'initiative citoyenne, le RIC dont on parle tant. Il est l'auteur du blog du Plan C. Depuis quelques semaines, il est véritablement devenu la coqueluche d'une bonne partie de ces gilets jaunes grâce à ses travaux sur la réforme des institutions. Il travaille aussi à un manuel théorique et pratique du citoyen constituant. Étienne Chouard, bonjour, soyez le bienvenu, on est ravis de vous recevoir. Merci. Alors pour commencer, on va d'abord éluder une question. Expliquez-moi, Étienne Chouard, comment il se fait qu'avec une telle notoriété sur un tel sujet, on ne vous voit quasiment nulle part dans les médias et pourtant on parle de vous, on vous critique. C'est quoi? C'est un choix de votre part? Ah, pas du tout. Ah bon? Non, pas du tout. C'est étonnant. J'ai réclamé publiquement un droit de réponse. J'ai réclamé un droit de réponse à toute une série d'éditorialistes qui, la semaine dernière, ont pris la plume pour parler de moi, en disant que j'étais un monstre dans lequel je me reconnais évidemment pas, qui disent Parlez qui est là particulièrement? J'ai entendu Jean-Michel Geoffrin, Apathy, voilà, Jean-Michel Apathy, et puis Laurent Geoffrin, qui disait Geoffrin que j'étais un facho, Apathy disait que j'étais un extrémiste. Et alors, ces gens-là, je veux bien être extrémiste, si je m'occupe extrêmement du peuple dont je fais partie, moi je veux bien, mais extrémiste de quoi? Puis qu'est-ce que ça veut dire extrémiste? On parlait peut-être de vos fréquentations, mais on va parler, ou en tout cas des inspirations que vous avez. Ça ne paraît pas raisonnable de juger quelqu'un à ses fréquentations, d'autant qu'il faudrait les prouver. Et puis, il me semble que ces gens-là me reprochent de parler de quelqu'un dont je ne parle jamais, alors qu'eux en parlent tous les jours. Donc c'est un paradoxe quand même extravagant, quoi. Donc, je crois à mon avis, ils cherchent à ne pas traiter le fond. Je pense que le fond du message que je défends est très dur à défendre, très dur à critiquer de la part des voleurs de pouvoir, de ceux qui sont aux manettes aujourd'hui dans le système de domination parlementaire. Alors justement, on va en parler. Beaucoup de mal sur le fond, et comme ils ont du mal avec le message, ils s'en prennent aux messagers, mais bon,
vous regardez les commentaires de leurs éditoriaux, tout le monde le voit quand même. Il y a pas grand monde qui adhère à leur calomnie. Alors, on va y revenir en détail. On va parler bien sûr me laisse pas répondre. de ce RIC, mais on aura un petit scoop en fin d'émission. Restez avec nous. Oui, le carburant. Ce qui est... Vous ne réclamez pas la démission du président de la République, vous? On s'en fiche complètement. Le président, c'est pas lui le problème. C'est un gredin, mais si vous le remplacez sans changer les institutions, vous aurez un autre gredin à la place, vous aurez une autre fripouille. Enfin bon, c'est pas une question de personne. On n'a pas un problème de personne, c'est pas un problème de personnel politique. On a quand même, vous le traitez de gredin. Oui, de gredin, de voleur, de criminel. Non, mais attendez, de criminel même? Oui, criminel. Et je peux développer. Ce gars-là est en train de sciemment de détruire la sécurité sociale. Quand vous supprimez les cotisations sociales, j'ai entendu le maire dire on va venir à bout des cotisations sociales, je vais les baisser, il s'en vante. Tout le système hospitalier fonctionne sur la cotisation sociale. Quand vous supprimez les cotisations sociales, vous affamez financièrement les hôpitaux. C'est criminel, voilà. Je viens de finir un livre remarquable sur les États-Unis, le modèle américain, dans lequel il n'y a pas de sécurité sociale, ou en tout cas c'est tellement lamentable, il n'y a que les riches qui sont soignés. Si on va vers ça, oui, c'est criminel. Il y a beaucoup de gens qui meurent aux États-Unis faute de soins. Beaucoup. Je vais vous le sortir, le bouquin. Gabriel Robin, d'Incorrect. Alors, Monsieur Chouard, au début de la mobilisation des Gilets jaunes, moi, il me semble que la question du référendum d'initiative citoyenne était secondaire, voire totalement inexistante sur les ronds-points. La véritable question qui réunissait les Gilets jaunes, c'était le racket fiscal et la cherté de la vie, donc le pouvoir d'achat, qui était lié, et donc la goutte d'essence qui a fait déborder le vase, c'était l'augmentation de la taxe sur les carburants. Est-ce que vous avez joué un rôle dans cette transformation du mouvement et dans ces nouvelles revendications qui se sont agrégées à partir de l'acte 2, 3, 4, etc. Pensez-vous avoir eu une influence sur le mouvement? Je serais très immodeste de dire que j'ai joué un rôle. J'ai joué un rôle comme tous les humains, quoi. En fait, c'est collectif. Il y a une espèce de cerveau collectif qui est en train de grandir depuis une dizaine d'années autour d'une émancipation, d'une auto-émancipation d'une population. Et l'idée vaut pour toutes les populations du monde. Alors, le rôle que joue une personne, moi j'y travaille beaucoup, donc j'ai sûrement joué un rôle, mais tout ça est collectif. C'est impossible de dire qu'une personne toute seule ne fait rien là-dedans. Dans les années 80, la question du RIC avait été abordée par une personnalité du Club de l'Horloge qui s'appelait Yvan Blot, qui avait écrit un livre qui s'intitulait « Les racines de la liberté ». L'avez-vous lu? En avez-vous eu connaissance? Notre impuissance politique. Alors, si vous étudiez les sciences politiques, vous verrez nulle part que les constitutions sont des textes qui programment l'institution. Charles Pasqua disait la Ve République est faite pour un chêne, pas pour des glands. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi d'incarnation de la Ve République aujourd'hui? On voit une formule qui est ultra méprisante, quoi. Je veux dire, mais c'est bon. C'est pas moi, je cite. Gabriel, s'il vous plaît, on va laisser parler quand même Étienne Chouard. On va revenir dans un petit instant sur Sud Radio, dans les live Facebook, réseau social, pour qu'en live on puisse le voir en train de nous représenter, on puisse voir son adversaire, enfin, en tout cas la personne avec qui il négocie en notre nom, pour voir comment ça se passe. Et qu'ensuite, dernier point, donc le voir vraiment jusqu'au plus fin détail de la représentation. Et enfin, comment on peut le révoquer? Comment on peut le révoquer quand on s'aperçoit que, attends, on avait dit que tu dirais ça et ça, et tu es en train de dire autre chose, il faut que nous puissions lui retirer notre mandat. Quand on s'aperçoit qu'il nous trahit, volontairement ou pas, quand on s'aperçoit qu'il se trompe sur la représentation, les représentants sont légitimes à dire nous sommes mal représentés et il faut que ça cesse. Donc, tout hostile à la représentation. Je soutiens simplement que c'est pas aux représentants d'écrire les règles de la représentation. C'est-à-dire que c'est aux représentés de dire quel type de représentants ils veulent. Ceci est absolument décisif et révolutionnaire. Ce que font les Gilets jaunes quand ils parlent de ça est révolutionnaire et exemplaire. La Constitution de la 5e a été validée par référendum. C'est une anti-constitution. Mais c'est une anti-constitution. Mais c'est une anti-constitution, évidemment. Et c'est le peuple qui l'a voté. Et donc, Gabriel, c'est une anti-constitution. Vous faites la démonstration que le fait de voter la Constitution ne suffit pas à nous protéger. On nous balade. Le référendum ne suffit pas.
Non, mais un référendum ne suffit pas pour la Constitution, ça c'est évident. Il faut que nous l'écrivions nous-mêmes. Oui, absolument. Il faut que nous l'écrivions nous-mêmes. Le fait de la voter ne suffit pas, parce qu'on se fait enfumer. À Maastricht, c'était pareil. Il suffit de ne pas mettre dans le débat, par exemple, l'article 104 de Maastricht qui nous a privés de la souveraineté monétaire. Il n'y a pas eu le débat. Nous avons voté à Maastricht sans qu'il y ait le débat sur l'article 104, ce qui est un scandale absolu. Donc, un référendum ne va pas rendre la Constitution, entre guillemets, parce que c'est une fausse, hein, c'est une prison, ne va pas la rendre légitime pour autant. On est trahi par nos représentants. Nos partis politiques représentent les banques et pas nous. Nous sommes molestés, nous sommes violés par nos représentants parce que nous n'avons pas écrit les règles qu'ils craignent. Nous laissons écrire les constitutions précisément par ceux qui sont les seuls qui ne devraient pas l'écrire. Les professionnels de la politique ne devraient en aucun cas jamais écrire la Constitution ou la modifier. Jamais. Une Constitution, ça devrait ouvrir les voies de l'action pour tout le monde. Au contraire, nous avons des anti-constitutions qui nous ferment les voies. C'est au 99%, c'est à nous tous d'écrire les règles du pouvoir. J'ai essayé de comprendre très vite pourquoi, d'où tout ça venait. J'ai très vite formulé cette phrase qui reste une espèce de fil d'Ariane, c'est que c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes dans une plutocratie, c'est-à-dire le régime des riches, pour les riches, par les riches. Le suffrage universel, ça devrait être un homme, une voix pour voter les lois. Et nos élus, nos représentants, dans cette fausse démocratie avec cette fausse constitution, ont décidé que le suffrage universel, c'était un homme, une voix pour désigner des maîtres. Un homme, une voix pour désigner des maîtres, ça n'est pas la même chose qu'un homme, une voix pour voter les lois. Je devrais voter mes lois, je devrais être autonome, produire moi-même le droit auquel je